Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo sur la prise de conscience. Nous avions vu lors de notre dernière vidéo que l'on nous bombardait de messages subliminaux, avec des références occultes et sataniques. Les symboles utilisés sont criants, et cela n'est pas un hasard. J'aimerais rebondir suite à cette vidéo sur la théorie de l'évolution. Comme vous l'avez constaté, il y a des photos montrant Charles Darwin utiliser la même symbolique. Cette symbolique est encore aujourd'hui utilisée à une plus grande échelle qu'à l'époque avec le développement des médias. J'aimerais qu'on se pose une question folle, pour beaucoup, mais que l'on peut se poser tout de même. Son approche de la théorie de l'évolution est peut-être erronée. Peut-être a-t-elle été guidée par une vision idéologique et pas scientifique. En effet, il est assez aisé de croire à Dieu quand on voit toutes les églises, etc. Mais quand on nous parle de dinosaures, de datation de l'univers, d'évolution de l'homme qui descend du singe, etc., c'est plus compliqué de croire en Dieu, car on se dit « Hey, les scientifiques disent ça, alors c'est bizarre ». Donc nous devons ici encore faire un choix. Choisir de croire en la théorie de l'évolution inspirée par un homme, ou dans le modèle créationniste où Dieu a tout créé. La théorie de l'évolution nous enseigne que les espèces ont évolué depuis l'origine jusqu'à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. On avait une cellule, puis deux, puis une espèce, etc., etc. Tout cela s'est créé puis a évolué petit à petit. Cette théorie est cependant loin d'être unanimement partagée et a de nombreux problèmes. Avant de commencer dans le vif du sujet, je voulais regarder avec vous ces images. Quand on voit cette paix, cette harmonie dans la nature, c'est incroyable de dire que cela est le fruit du hasard. Tout y semble tellement à sa place. Un des premiers problèmes de la théorie de l'évolution, c'est qu'il manque les modèles transitoires entre deux espèces, qui sont dits fossiles transitoires. On ne retrouve pas leurs traces. On ne retrouve pas la trace entre le poisson qui respire sur Terre et celui qui est dans l'eau, par exemple. Mais pourquoi ne retrouve-t-on pas un animal en évolution alors que l'on est censé le trouver d'après les évolutionnistes? Si on ne le trouve pas, alors a-t-il existé? On devrait le trouver, et pourtant on ne le trouve pas. Pourquoi? Car les fossiles que l'on trouve, ce sont des espèces bien distinctes, et pas des modèles transitoires. Comment toutes les espèces ont-elles pu émerger d'un coup? D'après l'évolution, cela prend du temps. Alors comment est-ce possible? Voilà des questions dont la théorie de l'évolution n'a pas aujourd'hui de réponse. Comment expliquer l'évolution de certaines créatures? L'ornithorynque est un animal semi-aquatique, avec une queue de castor, un bec, il pond des œufs, et pourtant c'est un mammifère. Ça va être compliqué d'expliquer son ancêtre et comment il en est arrivé là, avec l'évolution. Surtout sans modèle transitoire ou avec des fossiles transitoires qui ne sont pas réellement au final. On a Monsieur Darwin qui nous disait lui-même, donc dans son livre de l'origine des espèces, chapitre 6, pourquoi si les espèces sont descendues l'une de l'autre par des changements subtils, on ne voit pas ces innombrables formes transitionnelles? Pourquoi la nature n'est-elle pas en confusion au lieu d'être si bien définie en espèces? Donc M. Darwin n'était pas convaincu lui-même par sa propre théorie. Certains diront non, mais il manquait de réponses, donc il s'interrogeait. On a d'autres gens comme M. David Rowe, donc un paléontologue américain de l'université de Chicago, donc un évolutionniste convaincu, qui nous dit « Environ 120 ans se sont écoulés depuis Darwin et notre connaissance du registre fossile s'est grandement améliorée. Nous comptons maintenant 1/4 million d'espèces fossiles, mais la situation n'a pas beaucoup changé. Ironiquement, nous avons même moins d'exemples de transition évolutive qu'au temps de Darwin. » Ça, c'est dans son livre qu'il a marqué sur le Field Museum of Natural History, bulletin, voilà, chapitre 50, 22-29. Où sont donc passés ces fossiles transitoires? Imaginez-vous, on a trouvé des espèces transitoires, et plus on en découvre des fossiles finalement, moins il y a d'espèces dites transitoires. Beaucoup de fossiles transitoires n'en sont pas en fait, et sont des espèces que l'on retrouve parfois aujourd'hui. Il y en a même des espèces qui sont toujours vivantes. Donc oui, beaucoup de fossiles transitoires n'en sont pas. Pourquoi ne pas s'interroger sur le bien fondé de cette théorie? Celui qui le fait est accusé d'être fou.
Mais pourquoi? Il existe également d'autres phénomènes inexplicables avec la théorie de l'évolution. On appelle cela les fossiles vivants, appelés de plus en plus espèces panchroniques, d'après les évolutionnistes. C'est étrange qu'on change le mot. Enfin bref, ce sont des animaux qui n'ont pas évolué depuis des dizaines de millions d'années. Attends, pourquoi ils n'ont pas évolué et d'autres ont évolué? C'est étrange. Tout le monde devrait évoluer d'après cette théorie. Et pourtant, on nous explique qu'on a des animaux qui ont arrêté d'évoluer. On a comme fossiles vivants aujourd'hui les requins, la salamandre, le cafard, l'ornithorynque par exemple. On a monsieur Stephen Jay Gould, un paléontologue américain évolutionniste convaincu lui aussi, qui nous dit: l'extrême rareté des formes de transition est le secret de fabrique de la paléontologie. C'est fou de dire que c'est un secret de fabrique. Si on ne le trouve pas, c'est un secret. Bah non, si on ne le trouve pas, c'est peut-être pas un secret. Enfin, c'est juste que ça n'existe pas. On a des millions de fossiles. C'est illogique de dire que c'est un secret de fabrique de la paléontologie. Bon voilà, pourtant on nous dit que c'est un secret de fabrique et on construit artificiellement ces fossiles dans notre imaginaire. Ces fossiles transitoires. N'oubliez jamais, il y a une différence entre une évolution type ADN, avec un nouveau membre complexe, etc., et un bout de gras ou une taille différente. Ça, ce n'est pas de l'évolution. C'est une adaptation aux conditions climatiques, par exemple. Si tu manges moins, ton corps s'adapte. Pourtant, tu n'évolues pas. Ça, c'est vraiment un point qui est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous dit qu'à un moment donné, tout est évolution. Non. Évolution, c'est vraiment on part d'une cellule et on arrive à un organisme complexe avec des espèces, etc. etc. Ça, l'évolution. C'est pas une simple réaction, on va dire, isolée sur une taille, parce que si on mange bien quand on est jeune, etc., on a plus de chances d'être grand. Voilà, ça c'est si on va au soleil, on va prendre on va avoir une qui va être de plus en plus mat, etc., etc. Ça c'est pas une évolution, c'est une adaptation. Souvent, il y a une confusion qui est faite entre les deux. Je vous invite vraiment à creuser ce sujet. Je reprends. La théorie de l'évolution, donc elle explique l'évolution, mais on se rend compte qu'il y a des trous dans la raquette partout. Même sur la base, il y a un trou dans la raquette. Question. Comment la première cellule est apparue sur Terre pour évoluer? Monsieur Cyril Barrett, donc professeur de biologie à l'Université de Laval, dans son livre Le Miroir du Monde, page 9, nous dit: l'essence du fait de l'évolution est que la vie a émergé imperceptiblement de la matière non vivante, et que, par la suite, les espèces se sont transformées et ont émergé les unes à partir des autres par un processus naturel. Alors ce qu'il nous dit, c'est la vie est sortie de la matière non vivante, imperceptiblement. Si c'est du non-vivant, ce serait la reste du non-vivant, c'est du niveau secondaire. On appelle cela la loi de la biogenèse, qui est connue dès le secondaire. Monsieur Pasteur l'a vérifié même au niveau microbiologique. Le non-vivant, on fait du vivant avec du vivant, et avec du non-vivant, on fait du non-vivant. Ce que dit monsieur Barrett, ce n'est pas scientifique, c'est une croyance. Quoi? Une croyance dans la science? Oui, il croit en l'évolution au point où il dit que l'on fait du vivant avec du non-vivant, alors que personne n'observe cela. Sa conclusion n'est pas logique. Et c'est pas le seul à faire des conclusions qui ne sont pas logiques, ou du moins qui ont des réactions parfois étonnantes. On a Madame Mary Schweitzer, une paléontologue américaine, qui a trouvé en fait un T-Rex avec du sang. Comment du sang peut-il avoir des millions d'années? Elle dira elle-même: c'était exactement comme de regarder un morceau d'os actuel. Mais je ne pouvais bien sûr pas le croire. J'ai dit aux techniciens du laboratoire: après tout, ces os ont 65 millions d'années. Comment des cellules sanguines pourraient-elles survivre si longtemps? Donc, Madame Schweitzer avait donc un os de T-Rex avec du sang devant les yeux, sauf que ce qu'on lui a dit, c'est que le dinosaure, il avait 65 millions d'années. Enfin, il était censé avoir 65 millions d'années. Donc, elle l'avait devant les yeux et elle ne le voyait pas.
C'est ce qu'elle dira, je ne pouvais pas le croire. Est-ce qu'elle est aveugle? Non, elle n'est pas aveugle, mais elle est aveuglée par ce dont en quoi elle croit, c'est-à-dire l'évolution. Pour ces gens, il faut que l'homme ait raison quoi qu'il en coûte. Dans la recherche de cette vérité, on est déjà tellement pris idéologiquement dans l'entonnoir, qu'on doit avancer, toujours avancer, et jamais remettre en cause ce principe. Mais finalement, on finit par s'enfermer et par avoir des réactions illogiques qui disent « je ne pouvais pas le croire », alors que c'est devant ses yeux. On a des gens comme Monsieur Michael Ruse, donc professeur à l'université de Floride, donc qui se dit athée et agnostique. Bien sûr, toutes ces personnes-là, vous pouvez les trouver sur Wikipédia, qui nous dit « L'évolution est élevée par ses partisans au-dessus de la simple science, elle est véhiculée comme une idéologie, une religion séculaire, un choix au même titre que le christianisme, avec un sens et une morale. L'évolution est une religion. C'était le cas au début, et cela perdure jusqu'à maintenant. L'évolution a donc pris naissance en tant qu'idéologie séculière comme substitut explicite du christianisme. » Donc Michael Ruse, c'est un professeur de philosophie à l'université de Guelph, qui était à l'université de Floride et qui a fini à l'université de Guelph, pour faire tout son historique. Donc les évolutionnistes, ils ont la croyance que cela n'a pas été créé. On en revient à notre première vidéo. Tout n'est que croyance. Leur foi est en l'évolution. Pourquoi donc juger des gens qui croient en Dieu si eux croient en l'évolution? Et là, j'ai mis une petite photo, une petite capture, voilà, que j'ai pris du site, d'un site internet très célèbre de vente en ligne. On est livré directement chez soi. Je pense que vous aurez compris de quoi je parle. Qui finalement vous montre qu'il y a aujourd'hui beaucoup de livres qui se vendent. Donc là, qui est le Chenon manqué de Monsieur Philippe Lauria, voilà, qui nous dit, d'ailleurs Monsieur ou Madame Philippe Lauria, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, excusez-moi, qui nous dit clairement que les recherches en géologie et en paléontologie amènent à rejeter tant la lecture littéraire que la lecture moderne. Après la lecture, on se reconnaîtra peut-être créationniste sans passer pour un demeuré. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui finalement remettent en cause l'évolution, tout simplement en se posant des questions dessus. Et à un moment donné, plus vous allez vous poser des questions sur ça, plus vous allez voir les anomalies comme j'essaye d'en montrer aujourd'hui. Et effectivement, on a en plus des scientifiques qui ont des raisonnements parfois assez révélateurs. Mais bon. Eux, vraiment, la foi des évolutionnistes, elle est en l'évolution, vraiment. Pourquoi dire nous on est intelligent, on a la science? Ok, la science c'est bien, elle a fait des vaccins pour guérir des gens, mais elle a aussi tué des milliers de gens avec la bombe atomique. Donc la science c'est quelque chose dont il faut quand même voilà, elle démontre des choses, ça aide, etc. Mais parfois ça peut être un handicap. C'est ce que je veux dire par cette idée. Hein. Il y a d'autres problèmes dans la théorie de l'évolution, notamment un principal, qui est la seconde loi de la thermodynamique. Donc, la seconde loi de la thermodynamique, finalement, va à l'encontre de l'évolution. Donc, on a Monsieur Sir Eddington, qui écrit dans ses livres Nature of the Physical World, page 74, si l'on découvre que votre théorie ne respecte pas la deuxième loi de thermodynamique, je ne peux vous donner d'espoir. Elle est vouée à l'échec et à l'humiliation la plus profonde. Donc, il faut que ça respecte la seconde loi de la thermodynamique. Ok, qu'est-ce que la seconde loi de la thermodynamique? Monsieur Isaac Asimov, donc dans un de ses livres dont j'essaierai pas de lire, en juin 1970, page 6, nous dit « Pour également formuler la deuxième loi ainsi, l'univers est de plus en plus désordonné. Vu sous cet angle, cette deuxième loi peut s'appliquer à nous-mêmes. En fait, il suffit de ne rien faire et tout se détériore, s'effondre et s'use tout seul. C'est là l'essence même de la seconde loi. » Je vous ai mis aussi une capture de Wikipédia qui nous dit effectivement que le second principe introduit la fonction d'état d'entropie, visuellement assimilée à la notion de désordre, qui ne peut que croître au cours d'une transformation réelle.
Bon. Si l'univers il est de plus en plus désordonné, alors pourquoi dire que l'évolution ordonne tout? En effet, on évolue parce que cela répond à un besoin d'évoluer et tout s'ordonne et c'est ainsi qu'est apparue la chaîne alimentaire, etc. Voilà l'idéologie évolutionniste. En effet, la chaîne alimentaire est très ordonnée, mais on voit qu'elle l'est de moins en moins avec la disparition d'animaux de la chaîne alimentaire. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une dégradation. Dire le contraire va à l'encontre d'une loi reconnue par de nombreux scientifiques. Et c'est finalement ce que l'évolution suggère, parce qu'on a une cellule, puis une espèce, etc. Et ça s'ordonne, ils se mangent les uns les autres, et la chaîne alimentaire. Alors que finalement, la seconde loi thermodynamique, elle introduit une idée qui est que tout le désordre ne va faire que croître. Donc du coup, dire que tout va rester bien dans l'ordre, etc., bah, c'est pas le cas et on le voit bien aujourd'hui. Parce que, bon, pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui de moins en moins d'espèces? C'est à cause, certains diront c'est à cause de l'homme. Ok, c'est possible. Mais pourquoi il y a des fossiles qui sont des espèces qui ont disparu avant que l'homme pollue? Bah, l'eau a monté. Ouais, il y a eu du gel. Un astéroïde est arrivé il y a 5000 ans. En fait, on n'a pas vraiment d'argument et on spécule. Et finalement, moi je me dis que ça finit par rassurer tout le monde d'avoir des idées, mais en fait on fait que rajouter des hypothèses sur hypothèses sur hypothèses. Et à un moment donné, ça fait beaucoup quoi. Enfin, la théorie de l'évolution, pour moi, ne tient pas vraiment la route, comme on l'a vu. Elle ne tient pas la route, mais on prend cela pour un acquis. Les évolutionnistes pensent que c'est finalement la seule alternative et la seule explication possible. C'est faux. Il y a la création qui existe. On nie la vision du Dieu créateur et on va toujours plus loin dans les théories, tout ça pour ne pas dire, bah en fait c'est peut-être bien créé depuis le début. À un moment donné, il n'y a pas ce déclic. Ça n'empêche pas qu'il y ait des espèces éteintes ou d'autres à découvrir encore, et c'est juste la provenance qui change. Mon ami, tu dois faire un choix. Évolution ou création à la lumière des éléments que je viens de t'apporter et d'autres que tu pourras aisément te procurer. Creuse davantage le sujet bien sûr, et je t'invite vraiment à faire tes propres recherches. Force est de constater que les lacunes évolutionnistes et ses contradictions provoquent pour ma part une remise en cause du modèle. Je choisis le modèle créationniste qui est en la Bible. Et toi, que vas-tu choisir? Tu dois faire un choix. Lors de la prochaine vidéo, nous étudierons le phénomène de la datation, qui est un argument majeur qui plaide également contre un Dieu créateur et qui pourtant est largement contestable. Il y aura toujours des critiqueurs, même sur cette chaîne. Mon ami, fais tes recherches au lieu de juste lire un critiqueur et le croire. À bientôt mes amis, que Dieu vous bénisse.